Le 6 septembre 1992, deux chasseurs traversent une zone complètement éloignée de la civilisation près du parc Denali en Alaska. En s'approchant d'un vieux bus abandonné, ils sentent une odeur vraiment étrange et lorsqu'ils rentrent à l'intérieur pour en découvrir l'origine, ils tombent sur le corps en décomposition, non pas d'un animal, mais d'un jeune homme. Une fois la police appelée et arrivée sur les lieux, l'endroit va être fouillé de fond en comble. Et la première chose qu'ils découvriront aux côtés du cadavre, c'est une phrase griffonnée sur un bout de papier avec une écriture tremblante. « J'ai eu une vie heureuse et je remercie le Seigneur. Adieu et que Dieu vous bénisse tous. » Pas de papier sur lui, pas d'empreinte digitale enregistrée, un corps amaigri, presque squelettique. Pendant 2 jours, les enquêteurs vont s'acharner à retrouver son identité. En trouvant des lettres, ils vont finir par tomber sur des contacts dans les affaires du jeune homme. Ils procéderont alors à des appels à témoins et ils vont enfin avoir les réponses à toutes leurs questions. L'homme serait né en Californie en 1968 et il serait donc décédé à l'âge de 24 ans. 2 ans plus tôt, il aurait volontairement disparu de la carte. Il aurait brûlé ses papiers, fait donc de toutes ses économies et pris la route sous un nouveau nom, Alexander Supertramp. Alors, pourquoi ? Pourquoi un jeune homme brillant, tout juste diplômé, issu d'une famille aisée, a-t-il décidé de fuir la civilisation ? Préparez-vous à écouter l'histoire bouleversante de Christopher McCandless. Sur ce, bon visionnage. Bien avant d'être retrouvé mort dans un bus abandonné, le jeune Christopher McCandless était un homme dans la vingtaine avec une vie presque ordinaire. Né en 1968, il passe sa petite enfance en Californie, sur la côte pacifique. Dès son plus jeune âge, il brille par son intelligence, son calme et son goût pour la lecture. C'est un garçon que l'on décrit comme sociable, tout en étant parfaitement à l'aise dans des activités en solitaire. Ses parents, Walt et Billy, travaillent tous les deux dans l'aérospatiale. La mère est secrétaire tandis que le père est ingénieur. Bref, la typique famille américaine de classe moyenne supérieure. Le jeune garçon a également une petite sœur, Karine, avec qui il partage une relation très forte. En 1976, tandis que Chris n'a que 8 ans, Walt McCandless obtient un poste à la NASA. Toute la famille déménage alors en Virginie, et c'est là-bas que Chris grandira jusqu'à l'âge adulte. C'est un bon élève, charismatique et athlétique, mais cette image parfaite n'est qu'une façade. Car intérieurement, un sentiment grandit peu à peu en lui, un profond dégoût pour le conformisme, l'autorité et même la réussite sociale qu'il considère comme une prison dorée. Ce profond mal-être ne vient pas de ses lectures philosophiques, mais tout simplement de la vie de famille. Car, à la maison, malgré la situation brillante du père, l'ambiance est très loin d'être harmonieuse. Walt McCandless souffre d'alcoolisme et a l'habitude d'agresser verbalement sa femme. Pire que ça, Chris découvre que son père avait une double vie et une autre famille. Ce secret, longtemps caché, fissure encore davantage sa vision du monde adulte. Il commence à se refermer sur lui-même, à planifier quelque chose. Un projet, il le sait déjà, qui va causer de très grandes souffrances à son entourage. En 1990, il est diplômé avec les honneurs à l'université de Fairfax. Ses parents sont plus que ravis car au vu de ses excellents résultats, Christopher est admissible à Harvard. C'est sans l'ombre d'un doute qu'ils imaginent leur fils embrasser une brillante carrière d'avocat ou de juriste. Pourtant, cette idée répugne Chris au plus haut point. Ce qu'il désire profondément, c'est une vie complètement différente. Un projet dont il ne parle à personne, ni même à sa sœur Karine, avec qui pourtant il a l'habitude de partager beaucoup de secrets. Quelques jours seulement après la cérémonie de remise des diplômes, qui avait rendu ses parents si fiers de lui, il s'évapore brusquement. Quand Chris part, il ne laisse aucun mot, pas d'adieu, pas d'explication. Pour ses parents, c'est incompréhensible, inacceptable. Pendant des semaines, ils l'appellent, lui écrivent, sans réponse. La mère tombe dans un silence glacial. Plusieurs fois par jour, les yeux fixés sur la porte, comme si elle allait s'ouvrir d'un instant à l'autre. Son père, lui, alterne entre la colère et le désespoir. Il engagera même un détective privé. En vain, Chris reste introuvable. Quant à Karine, elle recevra juste une lettre très brève où Chris lui souhaite d'être heureuse comme il l'est actuellement, ce qui est plutôt bon signe.
Néanmoins, la jeune femme gardera longtemps ce courrier caché, comprenant le mal-être qui a poussé son frère à fuir. De son côté, le jeune homme vide son compte en banque, plus de 24 000 $, une somme qu'il décide de donner en grande partie à une œuvre caritative. Christopher est parti avec sa voiture, une vieille Datsun sans assurance. Il se dirige vers l'ouest, là où il est né, comme pour repartir de zéro. Une nuit, dans un désert en Arizona, sa voiture est détruite par une inondation. Mais au fond, ça ne lui posera pas de soucis. Pour lui, elle appartient au passé. C'était un cadeau de son père et il accepte de l'abandonner sans aucun état d'âme. Puis il brûle ses papiers d'identité et le reste de son argent liquide. À partir de maintenant, il n'est plus Christopher McCandless. Il adopte un nouveau prénom et nom, symbole de sa nouvelle vie, Alexander Supertramp. Pendant 2 ans, il va traverser les États-Unis en stop, à pied et en canoë. Il dort dans les champs, sous les ponts, dans les trains de marchandises. Il travaille comme saisonnier dans l'agriculture ou dans des bars. Il rencontre également beaucoup de gens très différents les uns les autres, des marginaux, des âmes perdues ou des gens simples. Parmi eux, il y en a pas mal qui se prennent d'affection pour lui et qui veulent l'aider à réaliser son projet. Mais lui ne s'attache à personne. Il est évidemment très amical quand il fait connaissance avec des gens, mais tout lien social au long terme, que ce soit l'amour ou l'amitié, ça ne l'intéresse pas. Ce qu'il veut, c'est partir tout seul et précisément dans le Grand Nord en Alaska. Chris ne fuit pas seulement sa famille, et fuit tout ce qu'il considère comme une illusion. Le confort, le carriérisme, la richesse, le matérialisme. Il veut vivre de la manière la plus authentique possible, comme ses écrivains préférés, tels que Tolstoï qui prônait la pauvreté volontaire, ou Thoreau qui a vécu 2 ans seul dans la nature. Nous sommes alors en avril 1992. Après 2 ans de voyage, Christopher McCandless arrive enfin là où il voulait aller depuis le début, l'Alaska. Il veut vivre seul, au plus proche de la nature, sans aucune dépendance au monde moderne. Et le jeune homme s'est préparé. Au cours de ses pérégrinations, il a discuté avec des chasseurs, des trappeurs et des gens qui ont l'habitude de passer plusieurs mois seuls dans la nature. Il a recueilli des notes sur comment dépecer un animal ou empêcher qu'il se décompose trop vite. Il est parti aussi avec un livre sur les plantes sauvages et comestibles. Dans son esprit, il n'y a aucun doute. Chris est prêt, car il s'agit pour lui d'une épreuve, la dernière étape de sa métamorphose intérieure, mais surtout d'un rêve qui se réalise. Le 28 avril, un chasseur le dépose à la lisière d'une forêt boréale. Chris porte un vieux jean, une veste légère, quelques kilos de riz, un fusil calibre 22 et 2 ou 3 livres. Il va alors marcher pendant plusieurs jours. Et un matin, il parvient à traverser une rivière à moitié dégelée, jusqu'à tomber sur un bus abandonné. Intrigué, le jeune aventurier jette un coup d'œil à l'intérieur pour voir à quoi ça ressemble. L'endroit est envahi par la poussière et les feuilles mortes. Il découvre un vieux matelas et un poêle à bois. Le bus a donc déjà servi de refuge, mais à en juger l'état, c'était il y a au moins plusieurs années, voire même plusieurs décennies. Néanmoins, Christopher tombe sous le charme et décide de s'installer dans cet endroit mystérieux qu'il appellera le Magic Bus. Pendant les premières semaines, Chris est plus heureux que jamais. Il chasse, il cueille, il lit et écrit et médite. Chaque instant qui passe est d'une grâce absolue. Dans son carnet, il écrit alors « J'ai trouvé le bonheur, vraiment ». Il se sent libre comme il l'avait souhaité, enfin débarrassé de ce monde dans lequel il a grandi, et qu'il détestait plus que tout. Inutile de vous dire que, hormis peut-être sa petite sœur, sa famille ne lui manque absolument pas. L'été est chaud et les journées sont longues et ensoleillées, mais les semaines passent et cette euphorie va petit à petit laisser place à une réalité beaucoup moins agréable. Christopher est obligé de se rendre à l'évidence, le gibier commence à se raréfier. Mais un jour, en allant cueillir des plantes sauvages, il tombe nez à nez avec un élan. Le jeune homme est sorti comme toujours avec sa carabine, c'est donc une occasion qu'il ne faut surtout pas rater. Heureusement pour lui, un élan c'est sacrément balèze. Christopher l'abat donc sans aucune difficulté, puis se dépêche alors de le dépecer en suivant le protocole qu'il avait appris en discutant avec des chasseurs autour d'une bière. Mais la tâche se révèle être beaucoup plus difficile que prévu. Non seulement c'est la première fois qu'il le fait, mais comme je l'avais mentionné, l'animal est très lourd et charnu. Par conséquent, il met du temps à découper la chair avec son petit couteau. Beaucoup trop de temps. Or, souvenez-vous, nous sommes en plein été. La viande est donc attaquée par les insectes et bien plus rapidement que ce qu'il n'imaginait. Au bout de plusieurs heures d'efforts acharnés, il hurle de rage et d'épuisement. Les mouches nécrophages ont pondu leurs larves dans la chair de l'animal, qui est désormais immangeable.
Autant vous dire que cet échec est un énorme coup dur pour le moral de Christopher. Non seulement il est inquiet à l'idée de ne pas avoir de viande, mais il est surtout plongé dans une extrême culpabilité. Dans les notes de son journal, il écrit qu'il a tué cet élan pour rien, et il ajoute que c'est la plus grande erreur de toute sa vie. Le jeune aventurier solitaire commence à perdre du poids et à se sentir seul, très seul. Dans son journal, le ton change radicalement. Tout d'abord, il écrit moins, ses phrases deviennent courtes et saccadées. Le rêve commence petit à petit à se fissurer. En juillet, c'en est trop pour lui. Poussé par la faim, la fatigue et une profonde incertitude, il doit se rendre à l'évidence. Rester ici le met en danger de mort. Qu'à cela ne tienne, il prend la décision de retourner à l'endroit où les chasseurs l'avaient déposé plusieurs semaines auparavant, quitte à retourner après au Magic Bus avec plus de vivres et de matériel. C'est donc une marche d'1 ou 2 jours qui l'attend avant qu'il ne tombe sur une route où il tentera de faire du stop. Mais la rivière qu'il avait traversée à l'aller est devenue infranchissable à cause de la fonte des glaces. Chris est pris au piège. Il n'a pas d'autre solution que de retourner au bus. Il entame alors ce qui sera la leçon la plus difficile de toute sa vie. Les jours qui suivent seront un véritable calvaire. Il passera chaque instant avec une seule obsession, trouver quelque chose à manger, n'importe quoi. Trop faible pour prendre le temps d'aller chasser, il se nourrit de racines, de graines, de plantes et s'éloigne de moins en moins de son refuge. Malheureusement, en plus de la faiblesse physique, quand l'être humain est affamé, il n'est plus en capacité de réfléchir normalement. Un matin, il trouve une variété de pois qu'il pense être comestible et mange une grappe entière crue. Mais au bout de quelques heures, il est pris de vertiges et de maux de tête violents. Paniqué, il se précipite sur son livre de cueillette sauvage, trouve la page sur l'espèce en question et le sol se dérobe sous ses pieds. Ce qu'il vient de manger, ce n'est pas du tout la plante qu'il pensait être, mais une autre qui n'a de similaire que l'aspect visuel. Le manuel est formel. Cette variété est toxique et peut-être fatale en grande quantité. Mais sachant que Christopher McCandless n'a aucun moyen de communication et qu'il se trouve à plusieurs centaines de kilomètres de l'hôpital le plus proche, on peut tout de suite oublier le peut-être. Le jeune homme se met à délirer et à vomir presque constamment. Lorsque ses symptômes présentent une accalmie, il est épuisé et ne peut à peine se tenir debout. Il pèse alors 30 kilos. Malgré tout, plusieurs jours passent et son état se stabilise très légèrement. Il utilise alors le restant de ses forces pour écrire dans son journal tout ce qu'il a sur le cœur. Puis un matin, il rampe jusqu'à son matelas et se glisse dans son sac de couchage. Christopher McCandless sait alors que ce n'est plus une question de jours ni d'heures, mais de minutes avant de rejoindre l'éternité. En revanche, ce qu'il n'imagine pas du tout, c'est à quel point son histoire va toucher le monde entier. Quelques mois après la découverte du corps de Christopher, un certain John Krakauer, un journaliste américain, va s'intéresser à l'affaire. Pas comme les autres qui ont recueilli des infos pendant une semaine, ont sorti un article puis sont passés à autre chose. Non, John Krakauer, lui, il y a quelque chose qui le fait bugger. Cette histoire est tout simplement extraordinaire. Il en est obsédé et veut tout savoir sur la vie de ce jeune homme. Qui était-il? Pourquoi le retrouve-t-on mort à des milliers de kilomètres de chez lui? Pourquoi est-il parti? Recherchait-il ou fuyait-il quelque chose? Pour répondre à ces questions, il va parcourir toute l'Amérique du Nord. De la Virginie jusqu'en Alaska, en passant par la Californie et le Nevada, il interroge ses proches, se met à la recherche de toutes les personnes qu'il a rencontrées durant son voyage, puis il les interviewe. Peu à peu, John Krakauer reconstitue le parcours de Christopher McCandless d'une manière comme aucun des autres journalistes ne l'a fait. Il publie un article, puis un livre qui deviendra un best-seller au titre mondialement connu, Into the Wild. Mais c'est l'adaptation cinématographique réalisée en 2007 par Sean Penn qui va propulser Christopher au rang de personnage mythique. Pendant des années, des milliers de fans du film vont tenter de randonner jusqu'au Magic Bus pour toucher de leurs propres mains ce mystérieux refuge qui a représenté l'aboutissement du rêve de Christopher McCandless. Mais après plusieurs accidents mortels, les autorités ont décidé de l'enlever en 2020. Il est désormais exposé dans un musée en Alaska. Le Magic Bus fascine par sa dualité étrange. C'est à la fois le symbole d'un rêve et un tombeau. Chris a en effet passé les meilleurs jours de sa vie et les pires. Il y a péri dans la plus grande solitude en sachant qu'il allait mourir. Dans l'une de ses dernières notes, il écrit une phrase qui restera probablement la plus célèbre de toutes. Happiness is only real when shared. Le bonheur n'est réel que partagé.
Cette citation, qu'il a certainement écrite pendant son empoisonnement au vu de son trait tremblant, est un effondrement dans l'histoire. Car c'est à ce moment que Chris avoue que son idéal extrême, son projet de vie existentielle, n'était rien d'autre qu'une illusion, exactement comme ce qu'il voulait fuir. Non, le bonheur n'est pas le fait de vivre en ermite au fin fond de l'Alaska. En tout cas, il ne se situe pas uniquement là pour toujours. Et par son erreur fatale, le jeune homme s'en est rendu compte trop tard. Malgré tout, Christopher McCandless nous a offert quelque chose. Il s'est adressé à nous dans son histoire pour nous faire rêver et contempler la réalité. Une infinité de chemins possibles. Là, maintenant, tout de suite. Et si on osait vivre différemment que ce qu'on avait prévu? Si on décidait de déménager, que ce soit dans un autre quartier ou à l'autre bout du monde? Si on décidait de divorcer, si on décidait de dire à son patron « je t'emmerde ». Qu'est-ce qu'une vie réussie? Avoir une famille, une carrière, vivre dans une forêt, vendre des panini à Châteauroux? Et vous alors, qu'est-ce que vous répondriez à toutes ces questions? Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Merci infiniment d'avoir écouté ou regardé cette vidéo qui me tenait à cœur et je vous dis à la prochaine.